Bonsoir, donc eh bien je continue Candide. Et là nous sommes rendus en fait, Candide a expliqué un peu toute son histoire à Cunégonde, ils viennent de se retrouver. Et là donc on va écouter la partie de Cunégonde, donc l'histoire de Cunégonde. Qu'est-ce qu'elle a vécu elle depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Chapitre 8e, histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thundertentronckh. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis. J'égratignais. Je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche, dont je porte encore la marque. « Hélas, j'espère bien la voir, dit le naïf Candide. « Vous la verrez, dit Cunégonde, mais continuons. »« Continuez, dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra. Il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal, et le tua sur mon corps. Ensuite, il me fit panser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait. Je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer. Et je n'irais pas qu'il ne fût très bien fait, et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent, et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thundertentronckh. J'ai été détrompée. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance. Il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Mais Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun, que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du sabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ça n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimée. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placée. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité saisie d'horreur en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un San Benito et sous une mitre une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je regardais attentivement, je le vis pendre. Je tombais en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur et de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» mais la voix me manqua et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien fessé, comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne? L'un pour recevoir 100 coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'inquisiteur, dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompée, quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même, et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière,
de mon capitaine bulgare, de mon vilain Don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséréré en faux bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour où je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit, commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table. Et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient quand le signor Don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Chapitre 9e. Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël, depuis la captivité en Babylone. « Quoi » dit-il, « chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur, il faut que ce coquin partage aussi avec moi ?» En disant cela, il tire un long poignard, dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Westphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût les mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roi de mort sur le carreau, au pied de la belle Cunégonde. « Sainte Vierge !» s'écria-t-elle, « qu'allons-nous devenir? Un homme tué chez moi. Si la justice vient, nous sommes perdus. » Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était 1h après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à Monseigneur l'inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde, il m'a fait fouetter impitoyablement. Il est mon rival, je suis en train de tuer, il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. « En voici bien une autre, dit Cunégonde. Il n'y a plus de rémission, nous sommes excommuniés, notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat ?»« Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit « Il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie, avec leur selle et leur bride. Que la brave Candide les prépare. Madame a des moyas d'or et des diamants. Montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir sur une fesse, et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. » Aussitôt, Candide selle les 3 chevaux. Cunégonde, la vieille, et lui font 30 000 d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient, la sainte Hermandade arrive dans la maison et on enterre Monseigneur dans une belle église et on jette Issachar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena, et ils parlaient ainsi dans un cabaret. Chapitre 10e. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. « Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants ?» disait en pleurant Cunégonde. « De quoi vivrons-nous? Comment ferons-nous? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres ?» Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père Cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous, à Badaros. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce Cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde? Pas un maravédis, dit-elle. Quel parti prendre, dit Candide. Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix. Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Tylas,
par l'Ebrixa et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay, qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté et d'agilité qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine, il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là, sans doute, que tout est bien. Car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde. Mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu'elle. Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par 2 Bulgares, que vous n'ayez reçu 2 coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli 2 de vos châteaux et qu'on ait égorgé à vos yeux 2 mères et 2 pères, et que vous n'ayez vu 2 de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers et que j'ai été cuisinière. Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance, et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Chapitre 11e, Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton, et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. Alors Palestrine, il y a une petite astérix. Voyez l'extrême discrétion de l'auteur. Il n'y eut jusqu'à présent aucun pape nommé Urbain X. Il craint de donner une bâtarde à un pape connu. Quelle circonspection, quelle délicatesse de conscience. Voilà. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie. Et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, et quelle gorge, blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis, et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs. Quelle flamme brillait dans mes 2 prunelles et effaçait la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je suis fiancée à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince, aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'était des fêtes, des carrousels, des opéras buffats continuels. Et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaïété. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'hôtel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent, comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis. Aussitôt on les dépouilla, nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit
où nous autres femmes, nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comment on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turques. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on en peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante. J'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Muley Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il y avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent. Ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines, c'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celles des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir à qui nous aurait. Un mort, M-A-U-R-E, saisit ma mère par le bras droit. Le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche, un soldat mort la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à 4 soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeterre au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de 300 lieues, sans qu'on manquât aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassais avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînais sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombais d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie, quand je me sentis pressée de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, et je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents « Oce siagura d'essere senza ». Chapitre 12e, suite des malheurs de la vieille. Étonnée et ravie d'entendre la langue de ma patrie et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondais qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. « Je suis né à Naples, me dit-il. On y chaponne 2 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes. Les autres vont gouverner des États. On me fit cette opération avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. »« De ma mère, m'écriai-je. »« De votre mère » s'écria-t-il en pleurant. « Quoi ? Vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans, et qui promettait d'être déjà aussi belle que vous êtes ? C'est moi-même. Ma mère est à 400 pas d'ici, coupée en quartier sous un tas de morts. » Je lui contai tout ce qui m'était arrivé, et il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne
pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque. Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie. Mace ciagura d'essere senza C. Il y a des C là, point d'exclamation. Ça veut dire, donc là j'ai regardé sur internet, ça veut dire en gros, quel malheur d'être sans testicules. Mais le C, c'est plus mal poli que ce que je dis. Mais je veux pas être mal poli. Voilà, donc je le remercierai avec des larmes d'attendrissement. Et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au dey de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe se déclara dans Alger, avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre, mais mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste? Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. J'en fus attaquée. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape, âgée de 15 ans, qui en 3 mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre et mourait pestiférée dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dey et presque tout le sérail d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dey. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie, d'Alexandrie revendu à Smyrne, et de Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. Un aga des janissaires, alors apparemment c'est un officier supérieur, et les janissaires c'est genre des soldats d'élite. Et le mot aga vient du turc et ça veut dire chef. Voilà. Donc c'est ça que j'ai regardé. Donc l'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les palus méotides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne jamais se rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos 2 eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne pas nous tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacun de ces dames, vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous saura gré d'une action si charitable, et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence, il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions tout à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait les repas que nous leur avions fournis, que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Et il ne réchappa pas un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous. Il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges, pareille chose était arrivée, et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur, ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards, pour quelques tracasseries de cour, je profitais de cette aventure, je m'enfuis. Je traversai toute la Russie. Je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Kassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulus 100 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre.
d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir et dans les cabarets où j'ai servi un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que 12 qui aient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif Don Issachar, et il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attachée à votre destinée, et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué, et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter les histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter une histoire. Et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir, et puis donc je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.